Alors, on reprend normalement sans souci technique cette fois. Bon, ça tombe pas trop mal puisqu'on avait fini donc le 1 2D et on arrive au 1 3 où là, justement, on va commencer à parler aussi des intégrales qui sont, vous le savez, étroitement liées aux primitives. Donc justement, déjà pour commencer, je l'ai déjà dit en préambule hein, dans le tout début là, du chapitre. Donc déjà pour commencer, on essaiera de ne pas confondre primitive et intégrale puisque une primitive est une fonction qui est issue donc de l'action contraire par rapport à la dérivation, hein, donc la primitivation, et l'intégrale, elle est un nombre. Donc, clairement, elles n'ont pas du tout le même statut, la même fonction, la même utilité, le même sens. Donc on fait attention, même si c'est très lié. Même si, donc effectivement, pour calculer une intégrale, on peut utiliser une primitive quand celle-ci existe. Alors, donc, justement, primitive. Alors, on va écrire. Le cadre n'est pas prévu assez grand, c'est pas grave. Donc, la fonction. Donc, ce qui est important, hein, c'est bien ça, c'est de se souvenir qu'il s'agit d'une fonction. Donc, la fonction issue de l'action contraire de la dérivation. Contraire à la dérivation. Je sais pas comment je dois dire. Contraire, réciproque même, hein, à la dérivation. Contraire de la dérivation. Ouais. Bon. Voilà, et l'intégrale, donc c'est le nombre. Clairement, la même chose. Le nombre donnant l'aire algébrique sous la courbe. Alors on va en reparler de tout ça. Donc l'aire algébrique entre la courbe et l'axe des abscisses. Voilà. Bon, donc déjà, première chose, fonction nombre. Pas du tout la même chose. Alors justement, là, d'abord, on va redéfinir donc, ce qu'on appelle les fonctions définies à l'aide d'une intégrale, en fait. Hein. Donc, vous avez toujours un petit peu de mal avec ça, et pourtant, bon, il va falloir commencer à le maîtriser un petit peu mieux. Donc, justement, on a un théorème qui, normalement, a déjà été écrit en terminale, donc qui ne devrait pas vous choquer non plus, mais bon. Euh, donc, on vous dit, alors, vous voyez que ce qui a été mis en gras, c'est le mot continu, c'est important puisque justement, dès que la fonction n'est pas continue, tout ce qu'on dit là n'est pas forcément vrai. Donc, faut faire très attention à tout ça. Pour certaines choses sont d'ailleurs même fausses. Et vous verrez l'an prochain, donc vous irez un petit peu plus loin sur l'intégration et tout ce qui est donc même les primitives et tout, hein, mais notamment l'intégration, le calcul intégral et la théorie de l'intégration. Vous irez un petit peu plus loin, vous verrez des cas un peu plus délicats, etc. Là, pour l'instant, nous travaillons uniquement avec des fonctions continues, d'accord. Et on sera sur des segments. Donc, on n'aura pas des bornes infinies, par exemple. Donc là, on prend A qui appartient à l'intervalle sur lequel f est défini. F peut être à valeur complexe, hein, ça arrive dans K. Mais f est en revanche forcément continu. J'insiste. On appelle grand F, donc toujours une fonction de I dans K, définie par, et donc là vous voyez que justement, elle est définie, ce que je disais, à l'aide d'une intégrale. On appelle une fonction définie à l'aide d'une intégrale, et pourtant il y a bien un x, hein, vous voyez, sauf que le x, il est sur la borne de l'intégrale. Donc c'est pour ça que dans le titre, on a mis intégrale fonction de sa borne supérieure. Donc la borne supérieure varie, quoi, c'est la variable. Eh bien, cette fonction, justement définie comme ça, elle est dérivable, déjà, première chose. Et en plus, sa dérivée, c'est exactement petit f. Autrement dit, c'est une primitive, donc cette écriture de fonction avec cette intégrale de a à x, c'est une primitive de f. Voilà. Donc, bon, c'est pas inintéressant tout ça. Et donc là, justement, on commence à voir le lien entre intégrale et primitive. Alors, sur le graphique, simplement, ce que je voulais rappeler, c'est le sens qu'on donne donc à une intégrale. Alors, si je prends l'intégrale de a à x, oui, attendez, je vais la faire peut-être plus comme ça. Voilà. Donc, je prends une fonction,
j'ai qu'à mettre a ici, x par là, et donc à quoi correspond l'intégrale entre a et x de la fonction petit f? Eh bien justement, elle va correspondre exactement à l'aire qu'on peut trouver sous la courbe entre a et x, sauf que vous voyez que j'ai une partie de l'aire qui correspond, qui est sur la partie positive des images, une partie qui est sur la partie négative des images. Donc c'est pour ça qu'on dit aire algébrique, c'est-à-dire que l'aire va être comptabilisée avec le signe qui correspond justement au signe des images considérées. Autrement dit, les morceaux qui sont entre la courbe et l'axe d'abscisse, mais qui sont au-dessus, sont comptés en plus. Voilà, ça, si je prends l'aire A1, hein. Si là j'appelle A2 et là j'appelle A3, on ne voit plus rien. Voilà. Donc A1 et A3 vont être comptés en plus, mais A2 va être compté en moins. Voilà. Et ça me donne l'intégrale entre A et X de f de t dt. Voilà. Donc ce qu'on appelle l'aire algébrique. Parce que si je prenais vraiment purement l'aire, j'ajouterais toutes les aires. Positivement. Enfin, alors que là, l'aire qui se trouve en dessous de l'axe d'abscisse est comptée négativement. Donc ce qu'on appelle l'aire algébrique. Voilà, donc l'intégrale, ça correspond à ça. Donc clairement, c'est un nombre. D'ailleurs, si je ne l'ai pas écrit tout à l'heure, ça donne l'aire en unité d'aire. Donc tout dépend de l'unité après qu'on a choisi dans notre repère, etc., etc. Donc on aime bien travailler dans les repères orthonormés, évidemment, mais ce n'est pas une obligation. Donc si on voulait l'aire réelle, il faudrait encore réfléchir en termes d'une unité d'aire, combien elle fait en aire réelle. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre question. Là, on ne va pas forcément creuser ça, mais voilà, déjà le principe. Bon, alors justement, un petit exemple qui permet d'illustrer ce que nous dit ce théorème. Tiens, je vais le faire là en dessous, il n'est pas très long cet exemple. Donc exemple. Donc c'est la réponse, hein, du coup, à l'exemple du dessus. Donc on vous dit qu'on prend f une fonction continue, donc c'est bon, sur R, et on se place entre 0 et x carré pour un x réel, hein, et on prend donc l'intégrale entre 0 et x carré de f. Et donc on nous demande de déterminer la dérivée de cette fonction. Bon, alors déjà on va dire soit x appartenant à R, hein. On va noter, parce que je vois que c'est pas fait, donc notons. Ah si, pardon, elle a appelé G, excusez-moi. Enfin non, mais en fait si, je vais avoir besoin si. Donc notons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler grand F une primitive classique, c'est-à-dire entre 0 et x, parce que ça me permet d'utiliser mon théorème. Parce que mon théorème, il ne me donne pas un résultat avec x carré ici, il me donne un résultat avec x. Donc là, pour l'instant, je prends la primitive donnée par le théorème avec a qui vaut 0. Donc justement, mon théorème, il me dit, juste au-dessus, il me dit qu'alors, je peux affirmer que grand f' de x égale petit f de x. Donc ça, c'est une première étape. Bon. Or, qu'est-ce que je peux dire, moi, de ma fonction g? Je peux dire que g de x, c'est finalement quasiment la même que grand f, c'est juste qu'à la place de x, on a mis x au cube, x carré, pardon. Donc c'est grand f de x carré. Et donc, en fait, c'est simplement une composée, donc je vais pouvoir dériver comme une composée. Donc g' de x, c'est... Alors, on est d'accord que là, j'ai une composée comme si ça, c'était u de x, en fait. Hein. Donc u' de x, autrement dit 2x, fois grand f' de u de x, c'est-à-dire de x carré. Or, grand f', c'est petit f, donc je vais avoir 2x fois f de x carré. Voilà, et on ne peut pas en dire plus en revanche. Mais bon, comme f est censé être connu, puisqu'on nous a dit soit f, une fonction continue, etc., bon, au final, du coup, on connaît la dérivée de g. On connaît f, donc on connaît la dérivée de g. Et donc, c'est bon, on a répondu à la question. Donc, vous voyez que là, on rentre vraiment dans des types de questions qui sont abstraites, quoi. Même si, on parle bien d'une fonction, on parle bien d'une borne, etc., mais ça reste abstrait. On ne dit pas quelle fonction. La borne, c'est x ou x carré. Enfin, on est sur des choses quand même assez abstraites. Donc, il faut vraiment bien connaître vos résultats pour arriver à faire les liens, à connecter, quoi, pour avoir les idées, pour répondre à ce genre de questions, parce que vous ne pourrez pas forcément faire des tests au brouillon ou je ne sais quoi, comme on peut faire sur des exercices plus classiques, plus calculatoires. Alors, d'autres exemples quand même, je trouve que c'est intéressant ici, parce que justement, vous n'avez pas trop l'habitude, pour le coup, de ce genre de questions.
Donc autres exemples, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre on va faire simple pour l'instant. Si je prends, alors je vais l'appeler G2, je prends la fonction qui à x associe l'intégrale de x à 1 de ln de t dt. Pour x, je vais le prendre strictement positif. Voilà. Donc pareil, calculer G2', donc la fonction dérivée. Bon, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que G2 de x, je peux remarquer que c'est moins l'intégrale de 1 à x ln de t dt. Or, celle-là, je sais la dériver d'après le théorème. Donc, G2' de x, ça va être égal à exactement moins la dérivée de ce truc-là, qui d'après le théorème vaut, parce que là, le f de t, ce serait ln de t, donc vaut exactement f de x, autrement dit, ln de x. Donc, je me retrouve avec G2' de x qui est égal à moins ln de x. Voilà. Un autre... allez, un autre un peu ressemblant, mais on va voir, il y a un peu plus de boulot. Alors, le deuxième, je vais prendre... j'ai 3, hein, donc à faire. Je vais prendre la fonction qui à x associe l'intégrale entre x et x carré de 1 sur ln de t dt. Et on va prendre x appartenant à 0, 1. Oui, c'est ça. Il ne peut pas valoir 0, on a un problème de définition sinon. Ok, donc entre 0 et 1, c'est très bien. Donc là, justement, notons... Donc pareil, hein, la question c'est de calculer G3'. Notons grand G de x. Donc là, je vais prendre celle que je connais. Oui, alors en fait... parce qu'en fait, l'idée c'est que je vais utiliser la relation de Chasles sur G3. Et je vais introduire, par exemple, le nombre 1. Donc je vais dire que c'est l'intégrale de x à 1 plus l'intégrale de 1 à x carré. Donc pour g de x, plus exactement, je vais prendre de x à 1. En gros, ça sera un morceau de G3. Et ça, c'est exactement moins l'intégrale de 1 à x, 1 sur ln de t dt. Donc ça, je sais le dériver d'après mon théorème. Mon théorème, il me dit que du coup, eh bien, grand G' de x est égal à moins, alors le moins il y était déjà, et là maintenant il me faut donc la... non, en fait je l'ai, c'est f, donc la dérivée de ce truc-là qui va être exactement f de x, donc 1 sur ln de x. Voilà, donc grand G' c'est moins 1 sur ln de x. Et si je regarde bien ce qui se passe, en fait, or, l'intégrale de 1 à x carré de 1 sur ln de t dt, c'est finalement moins g de x carré. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. J'espère. Donc, finalement, on va dériver une composée pour cette partie-là. Donc maintenant, si j'utilise justement la relation de Chasles, donc j'ai plus qu'à dire que... donc, je vais le faire à côté, sinon je vais prendre trop de place. Donc, et G3 de x, c'est justement G de x. Alors, je vais tout vous écrire pour que ce soit bien clair. C'est-à-dire qu'on est d'accord que c'est pareil que l'intégrale de x à 1 de 1 sur ln de t dt plus l'intégrale de 1 à x carré de 1 sur ln de t dt. Et ça, donc justement, c'est grand G de x. Et ça, c'est moins grand G de x carré. Donc, c'est égal à grand G de x moins grand G de x carré. D'où, maintenant, j'ai plus qu'à dériver. D'où G3' de x égale G' de x moins 2x G' de x carré. Donc là, ici, c'est la dérivée de la composée de G par x carré. Hein. Donc je me retrouve avec la dérivée de x carré devant, c'est le u', fois G' de u. Voilà. Et en plus, G', je sais ce que c'est. G' de x, c'était moins 1 sur ln de x. Donc j'ai moins 1 sur ln de x moins 2x fois moins 1 sur ln de x carré. Voilà.
Et je continue simplement le calcul, mais le plus gros est fait. ln de x carré ici, comme le carré est dans la parenthèse, c'est égal à 2 ln de x. Donc les deux vont se supprimer, enfin se compenser. Et donc on va avoir x, alors, donc moins 1 sur ln de x, plus x sur ln de x au final. Voilà, et donc x moins 1 sur ln de x. Voilà, ça vous permet de voir quand même d'autres exemples, parce que c'est pas si évident que ça quand même, hein, cette histoire. Bon, j'espère que ça s'est un petit peu éclairé. Donc en gros, vous partez à chaque fois de ce que... Enfin, vous essayez en tout cas d'utiliser ce que vous savez dériver. Ce que vous savez dériver, c'est ce qu'il y a dans le théorème. Donc on sait dériver une primitive, enfin une intégrale, pardon, qui est écrite d'un nombre à x. Ça, on sait. Après, pour les autres, il faut adapter. Même s'il y a des x, c'est pas forcément exactement la même façon de dériver. Ok. Bon, donc ça, déjà, c'était important, parce qu'en plus, c'est nouveau. Enfin, le théorème n'est pas nouveau, je pense, mais les applications qu'on peut en faire, je ne pense pas que vous en ayez vu beaucoup jusque-là. Donc, c'était important quand même d'en dire quelques mots. Alors, arrive maintenant donc, 2 ou 3 parties là, avec plus de théorique, bien que, en fait, ça ait des conséquences très, très pratiques. Donc, le premier, justement, les primitives d'une fonction continue, on voit que c'est au pluriel, hein. Donc on vous dit le théorème, donc on prend f, une fonction qui est continue toujours, alors f admet des primitives sur i. Alors déjà ça, c'est rien que ça, c'est très important. D'ailleurs, on en a une bonne partie de ce théorème qui va découler de ce qu'on a admis juste avant, hein. Donc justement, juste avant, en gros, on a bien montré que si j'ai une fonction qui continue, alors elle admet au moins une primitive. Et comme c'est valable pour tous les petits a, en réalité, elle admettait une infinité de primitives déjà, notre fonction. On ne l'a pas dit comme ça, mais bon. Donc en fait, le tout début du nouveau théorème, au final, vu qu'on a déjà admis le précédent, c'est déjà donné. Mais il nous dit autre chose, il nous dit aussi de plus, si on prend a dans i et lambda scalaire, donc soit dans R, soit dans C, alors la fonction grand F, donc justement notre fonction définie à l'aide d'une intégrale, plus lambda, et vous voyez que le lambda peut être n'importe quoi dans K, là, il serait l'unique primitive qui vaut lambda au point A. Donc en gros, je peux, quelle que soit la contrainte que je mets de valeur pour L de x, donc si je veux que grand F de A vale lambda, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre la primitive entre A et x, donc en utilisant l'intégrale entre A et x, et ensuite rajouter lambda. Et elle est unique. C'est la seule qui vérifiera justement que grand F de lambda et grand F de A égale lambda. Je vais y arriver. Alors justement, cette partie-là, on va la démontrer. C'est-à-dire qu'on va démontrer déjà qu'elle fonctionne. Bon, c'est pas difficile, hein, vous allez voir, il y a 4 lignes. Et on va démontrer que c'est la seule. C'est la seule qui vérifie bien ce qu'on veut. Voilà. Donc, je répète, hein, nous, on démontre cette partie-là. Ce qui est avant est en réalité admis en même temps que le théorème précédent. Alors, donc le 1,3b, si je pars dans la démonstration, je vais le faire là. 1,3b. Donc là, on va faire la preuve du théorème, mais seulement l'unicité. Voilà. Alors, posons donc celle qu'on nous dit dans l'énoncé du théorème. Donc posons grand F. Donc je rappelle les conditions, hein. On a F qui est continu de i dans K. On a lambda qui appartient à K et A qui appartient à I. Et ils sont a priori quelconques, ils ont été posés. Et on pose aussi donc notre grand F. Et on va essayer de montrer qu'elle vérifie, qu'elle satisfait en tout cas les conditions qu'on s'était posées. Nous, on voulait que grand F de A égale lambda et qu'elle soit l'unique à valoir ça. Donc c'est ces deux choses-là qu'on va vérifier. Alors déjà, première chose, grand F de A égale intégrale de A à A f de t dt plus lambda. Donc comme celle-là, elle vaut 0, je récupère bien lambda. Donc j'ai bien grand F de A égale lambda. Ça c'est bon.
Ensuite, donc ça, on a juste démontré qu'elle satisfaisait à la propriété principale. Maintenant, on veut aussi qu'elle soit unique. Donc de plus, pour montrer qu'elle est unique, bah, finalement, c'est toujours le même procédé. On suppose qu'il y en a une autre, et on va arriver à la fin à se dire, ah bah oui, bon, bah, ok, elles sont forcément égales, donc il n'y en a qu'une. Donc, de plus, appelons, enfin, soit, hein, on va faire ça, soit G, une autre primitive de petit f, vérifiant G de A égale lambda. Alors, donc déjà, première chose, comme f et g sont toutes les deux des primitives de petit f, bah du coup, quand je dérive f moins g, ça me fait petit f moins petit f, donc ça fait 0. Donc ça veut dire que notre fonction f moins g, elle a une dérivée nulle sur tout l'intervalle i. Autrement dit, elle est constante sur cet intervalle. Donc là, on peut en déduire que grand f moins grand g est constante sur i. Or, quand elle est constante, vous vous souvenez, on l'a déjà vu quelques fois maintenant ça, il suffit de calculer une seule image et on a toutes les images puisqu'elle est constante. C'est-à-dire qu'elle a tout le temps la même image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre en A, tant qu'à faire. Donc, je calcule f moins g en A. Je peux dire que c'est pareil que f de A moins g de A, pas de problème. Or, f de A vaut 0 et g de A vaut... f de A vaut lambda, et g de A vaut lambda. Donc, ça vaut 0. Autrement dit, on a trouvé la constante, c'est 0. Donc, autrement dit, f moins g égale 0 sur i, donc c'est la fonction nulle. Ce qui revient à dire que f égale g. F égale g. D'où l'unicité de la primitive de f oui, d'ailleurs, il n'y a aucun moment où j'ai vérifié que grand F était bien une primitive de f, mais bon, en fait, elle est définie comme telle, hein, puisqu'elle est définie en prenant l'intégrale de a à x, donc on a déjà dit tout à l'heure que c'était bien une primitive. Et le lambda quand je dérive au 0, donc c'est clairement une primitive. Alors après, je peux le rajouter si vous voulez, mais... alors, arrêtez-moi. D'où l'unicité de la primitive vérifiant f de a égale lambda. Voilà. Donc là, je pourrais rajouter et f' de x égale petit f de x. D'après le théorème précédent, hein, justement. Ok, donc c'est bien une primitive, c'est ça qu'on disait, c'était bien une primitive qui vérifie f de a égale lambda. Et après, on montre qu'elle est unique. Voilà, donc ce théorème, ok, on l'a pas tout démontré, mais on a démontré ce qu'on pouvait, et déjà, c'est plutôt convaincant. On a une partie dont on est bien convaincu, puis l'autre partie qu'on a admis, donc on garde ça en poche et on va voir ce qu'on en fait. Alors justement, on arrive à un 3C, là aussi. Alors ça, c'est forcément un théorème que vous avez déjà vu, déjà écrit. Qu'on ne démontrera pas, en tout cas pas dans ce chapitre. On aura, je rappelle, un chapitre calcul intégral où on rentrera un peu plus dans les détails. Là, l'idée est vraiment de vous donner tous les outils nécessaires pour qu'on puisse déjà en utiliser des intégrales de façon assez quand même assez conséquente et efficace. Voilà, c'est ça l'idée. Mais on n'est pas encore vraiment dans la démonstration de tout, dans le détail de tout, etc. Donc je ne démontre pas le théorème fondamental du calcul intégral, mais il est important. C'est celui justement qui fait le lien quand il est possible, hein, quand il existe, quand la primitive existe, entre donc une intégrale et la primitive, enfin une primitive. La primitive étant donc une façon de calculer une intégrale, un outil pour calculer une intégrale. Bon, alors, bon, j'ai rien de plus à dire, je crois que tout est déjà écrit, vous connaissez déjà. À partir du moment où on connaît une primitive, quelle que soit la constante qu'elle a, hein, ça ne changera rien, pour calculer donc l'intégrale entre a et b d'une fonction f
continu, hein, j'insiste, on est toujours sur du continu pour les fonctions. Il suffit donc de soustraire l'image de grand F en B, avec l'image de grand F en A. Voilà. Et la notation, normalement, vous la connaissez aussi. Donc, j'insiste pas trop sur le théorème. On va plutôt voir des applications. Des applications intéressantes, parce que des applications classiques, vous en connaissez déjà, normalement, enfin, j'imagine. C'est-à-dire quand vous avez directement la primitive et puis vous soustrayez, donc là, juste deux exemples qui sont pas très durs, hein, juste un petit peu plus originaux peut-être que ce que vous avez vu tout le temps, mais qui restent des exemples simples. Alors déjà, l'exemple qui est fourni dans le cours, donc là on est dans le 1.3c, exemple du cours. Bon, je vais aller assez vite, hein, c'est pas hyper difficile. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est dans le cas d'une fonction à valeur complexe, mais on est dans le cas d'une exponentielle, donc en fait, il n'y a pas de difficulté particulière. On a déjà rencontré ce type-là. Donc là, on a déjà la primitive directement, qui est donc 1 sur i facteur de EIX. Donc après, pour le coup, on calcule, quoi. C'était pour vous montrer un exemple avec des complexes, mais c'est pas plus difficile, en fait, hein. Donc EIP sur i moins EI0 sur i. Or, EIP, c'est moins 1, donc je vais avoir moins 1 sur i, moins 1 sur i. Donc moins 2 sur i. Et moins 2 sur i, ça s'écrit aussi, donc si je multiplie par moins i sur moins i, par le conjugué, donc, hein, ça me fait 2i. Voilà. Donc cette intégrale, elle vaut 2i. Alors, je reviens juste sur l'interprétation qu'on avait donnée des intégrales. Évidemment, quand il s'agit d'une fonction complexe, là, évidemment, on ne pourra pas dire qu'il s'agit de l'aire algébrique sous la courbe, hein. Voilà, là, on sort complètement de l'interprétation qu'on peut faire dans le plan. Alors, autre exemple. Juste un autre. Donc, comme autre exemple, on trouve par exemple l'intégrale de 1 à 2 ln de t sur t dt. Voilà, qui est intéressante, qui n'est pas très difficile, mais qui est intéressante. Donc, on n'a pas une formule directement qui fonctionne, mais presque. Enfin, il faut juste avoir un petit peu de recul. Et quand on regarde bien ce qui se passe, c'est aussi finalement très simple. C'est-à-dire que si ça, je l'appelle u, et bien là, j'ai u'. Donc, j'ai u' fois u. Donc, on est dans le cas du u' fois u puissance alpha, avec alpha qui vaut 1. Donc, du coup, on va avoir donc comme... bon, allez, je vais tout vous écrire. Donc, u' de t, u de t, dt, avec u de t égale ln de t. Hein, et donc, oui, je disais, je vais avoir donc 1 sur alpha plus 1, c'est-à-dire 1 demi, fois u de t à la puissance alpha plus 1, donc puissance 2, à évaluer entre 1 et 2. Donc ça nous fait, du coup, puisque u de t c'est ln de t, donc ça nous fait ln de 2 au carré sur 2, moins ln de 1 au carré sur 2. ln de 1 vaut 0, donc on va récupérer 1 demi de ln de 2 au carré. Le carré est en dehors du ln, donc il ne peut pas, entre guillemets, descendre devant le ln, hein, attention. N'inventez pas de formule. Donc là, c'est bien 1 demi de ln de 2 fois ln de 2, quoi. ln de 2 au carré. Bon, voilà, je pense qu'on a l'idée. Ce qui m'amène donc au 1.4, où justement on va reparler de l'intégration par partie, qui pour le coup doit vous rappeler des choses. Quelque chose qui a été vu longuement, je pense. Et avec beaucoup d'exemples déjà au niveau de la terminale. Et si ce n'est pas le cas, on va se rattraper de toute manière. Alors, pour le coup, là, on va démontrer, c'est très rapide, hein, c'est pas une preuve très difficile, ça. On va démontrer donc la formule d'intégration par partie. Alors juste, j'attire votre attention sur deux choses dans l'énoncé du théorème qui sont à savoir, hein, tout ça c'est à savoir. Déjà, U et V doivent être de classe C1. Alors classe C1, on va redéfinir justement ce que c'est. Ah mais je suis en train de me dire, je vais sauter une partie en fait, excusez-moi. Oui, parce que je me disais, c'est bizarre, classe C1, justement, j'avais pensé à l'insérer parce qu'on en avait parlé, mais bon, assez rapidement. Oui, pardon. Alors, le 1 3D, sur lequel je n'aurai rien d'autre à dire que ce qui est déjà écrit, mais
Donc effectivement, on vous redit ce qu'on appelle une fonction de classe C1, parce que justement, on en a besoin derrière. Je l'avais dit, hein, c'est donc une fonction qui est elle-même dérivable. Qui dit dérivable dit forcément continue, hein, puisque dérivable implique continu. Et dont la dérivée elle-même déjà existe, bon forcément puisque la fonction est dérivable, mais surtout est continue elle-même. Donc ça c'est déjà un peu plus contraignant. Voilà, donc là c'est un dérivable et à dérivée continue. La petite remarque qui est assez logique, si j'ai f qui est continue sur i et grand F une de ses primitives, j'y arrivais, comme une primitive est forcément dérivable, là sa dérivée c'est petit f qui est elle-même continue, bah, du coup on peut dire que grand F est de classe C1 dans ce cas. Donc au final, nous vu qu'à chaque fois on travaille avec des fonctions continues, a priori vous devriez trouver donc des primitives de classe C1. Et enfin, donc ça c'est juste la proposition, c'est une petite réécriture du théorème qu'on a vu juste avant, le théorème fondamental. Du coup, si j'ai une petite f qui est déjà de classe C1, c'est-à-dire que quand je la dérive, la fonction est continue, donc je peux calculer son intégrale entre a et b du f'. Et donc du coup, je peux avoir l'écriture suivante, c'est-à-dire que je sais déjà que je peux calculer l'intégrale entre a et b de f'. Or, une primitive de f', c'est petit f. Donc on peut écrire que l'intégrale entre a et b de f' est égale à f de b moins f de a. Avec que des petits f pour le coup, puisque c'est en fait là c'est petit f qui est la primitive. Comme elle est classée 1, elle peut prendre ce rôle-là. Voilà, bon. Ça, on est bon là-dessus. Et donc, on en revient à mon IPP, une intégration par partie. D'ailleurs, vous verrez que des fois je dis IPP pour que le discours soit un peu moins lourd. Mais vous, de votre côté, évitez que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'écrire ou de dire des IPP à tour de bras. Bon, ça peut être toléré quand ce que vous êtes en train de faire est déjà assez long, mais on essaie d'éviter quand même. Hein. IPP n'est pas un sigle, un acronyme qui est parfaitement reconnu dans les programmes et dans les concours, même si tout le monde le connaît. On est bien d'accord là-dessus. Alors oui, donc la formule elle-même, bon normalement vous l'avez déjà vue, mais moi j'attirais votre attention tout à l'heure sur le fait que U et V doivent être de classe C1, d'accord? Puisque justement, tantôt on primitive sa dérivée, tantôt on primitive elle-même, bon. Donc déjà doit être continue parce qu'on doit pouvoir la primitiver, et en plus, comme il doit exister sa dérivée et qu'en plus parfois on a besoin de la primitive, de l'intégrale de la dérivée, du coup automatiquement il faut aussi que sa dérivée soit continue. Donc la totale, dérivable et à dérivée continue. Bon, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, vous voyez deux écritures là donc du théorème d'intégration par partie, une qui concerne les primitives et une qui concerne les intégrales. Donc on fait attention. Quand il s'agit des intégrales, c'est une égalité parfaite, puisque quelle que soit la primitive que je choisisse, etc., j'ai de toute façon le même résultat pour l'intégrale. En revanche, quand il s'agit d'une égalité entre primitives, rappelez-vous, cette notation-là, elle cache une constante additive éventuelle. Donc ça reste des égalités qui sont valables à une constante près. On fait juste attention à ça, mais c'est déjà inclus dans la notation, c'est comme ça qu'on l'avait défini quand on l'a noté, hein, quand on a vu la notation. Mais ça ne saute pas aux yeux quand on l'écrit comme ça, donc on fait juste attention à ça. Mais sinon, bon, la formule est la même. Alors, donc la preuve, et ensuite on fait quelques exemples. D'ailleurs, ce serait bien que j'écrive, on est au 1,4 cette fois. 1,4a. Donc preuve, théorème, et donc là, vous voyez, je vais me permettre d'écrire IPP, intégration par partie. Alors, donc on prend UV qui sont deux fonctions continues sur I, dans un intervalle J, hein, très certainement, peu importe. Donc toutes les deux sont continues, de classe C1, pardon, justement, j'ai bien écrit de classe C1 en plus. Continue, on aurait mis C0, hein. Donc de classe C1, pardon, sur I, c'est-à-dire qu'elles sont dérivables et à dérivée continue. I est un intervalle, c'est déjà dit dans l'énoncé. On prend aussi deux nombres A et B qui appartiennent à I, justement. On sait que, parce qu'on sait des choses déjà, et on va se baser là-dessus, on sait que U fois V', c'est égal à U', V plus UV'. Ainsi, donc là on va passer, donc on va primitiver en quelque sorte cette égalité,
Et quand on primitive une égalité, justement, on perd l'égalité parfaite, c'est à une constante près, parce qu'il se peut que d'un côté, on ait choisi une primitive avec une constante nulle, et de l'autre côté, avec une autre constante. Enfin bref, donc c'est à une constante près. On récupère donc, parce que en fait, ça, je peux l'écrire, u'v égale uv prime moins... oui, c'est ça. uv prime moins uv prime avec le prime que sur le v, voilà. Et donc c'est celle-là qu'on va primitiver. Donc on récupère justement qu'une primitive de u' de t v de t est égale à une primitive de u de t v de t prime dt moins une primitive de u de t v prime de t dt. Or, justement, là, comme ça, c'est la dérivée d'une fonction. Une primitive possible, en tout cas, de tout ça, c'est u de x fois v de x. Et donc, on récupère, justement, l'écriture de la formule de l'IPP pour les primitives. Voilà, donc à une constante près. Et de même pour les intégrales, donc si au lieu de prendre la primitive, une primitive, on prend l'intégrale entre a et b, là pour le coup on conserve une égalité parfaite. Et donc de la même manière, on récupère donc u' fois v, ensuite l'intégrale entre a et b de u de t v de t prime dt moins intégrale entre a et b de u de t v prime de t dt. Ce qui nous donne donc, là justement on l'a vu tout à l'heure, hein, une primitive ce serait uv, donc entre a et b, l'autre je touche rien, u de t v prime de t dt. Voilà. Et donc si j'applique, ben, ça fait u de b v de b moins u de a v de a. Et la dernière, je ne touche pas. Et donc j'ai bien récupéré l'écriture de l'IPP. Alors là, je l'ai même développé par rapport à comment elle est écrite dans le cours, mais bon. De l'IPP, donc pour le calcul intégral, cette fois. Voilà. Donc bon, la preuve n'est pas, c'est pas fou en fait, hein. On s'appuie simplement sur la dérivée d'un produit, hein. Donc c'est pas dingue, mais c'est quand même bien et intéressant de l'avoir vu et surtout de l'avoir retenu et de la connaître, cette preuve. Ok, alors les exemples qui sont dans le cours, déjà, bon, ça va aller assez vite et après je vous en ferai un ou deux, allez, on verra ce qui est vraiment utile. Ok, allez, alors les exemples. Donc exemple du cours déjà. Exemple 1. Donc l'exemple 1, on nous dit tout simplement, ça a l'air bête, hein, mais bon. Bon, c'est un exemple que vous avez sûrement déjà vu, hein, mais c'est pas grave, ça, pour ceux qui s'en souviennent pas, et même pour les autres, ça fera pas de mal. On nous demande donc tout simplement une primitive de ln, et on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas dans notre formulaire, on peut écrire ln, enfin d'ailleurs, il n'y a pas d'autre écriture, donc on peut réfléchir en tout cas longtemps sur le ln, on n'a pas. Mais en revanche, on peut avoir recours à une petite astuce très basique, c'est-à-dire écrire que ln de t c'est pareil qu'une fois ln de t. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, maintenant qu'on est fort de notre IPP, on peut remarquer que, eh bien, donc lui on pourrait dire que c'est u' de t, lui on pourrait dire que c'est v de t, et puis voir ce que ça donne, puisque l'avantage de ln c'est qu'on sait très bien le dériver. Donc si j'ai pris v pour ln, bah, je ne vais pas avoir de souci pour le dériver, et en même temps primitiver 1, ça ne devrait pas nous poser trop de soucis non plus. Donc quand vous utilisez l'IPP, évidemment, essayez de choisir, en tout cas au début, la possibilité la plus simple en termes de dérivation et de primitivation. C'est-à-dire que vous prenez donc la fonction v pour la fonction qui est la plus facile à dériver, et pareil pour l'autre. Voilà. C'est très, très vague, hein, ce que je dis là. Après, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, mais c'est déjà un premier principe pour ceux qui ont du mal à se décider. C'est déjà une première idée à avoir en tête. Donc, du coup,
Si j'applique donc mon IPP, là pour le coup c'est appliqué aux primitives. Alors, je vais le noter pareil. Donc si je prends, alors je ne l'ai pas écrit, pardon. Donc si j'ai U' de t qui est égal à 1, ça veut dire que je vais avoir U de t qui est égal à t. Et si j'ai V de t qui est égal à ln de t, je vais avoir donc V' de t qui est égal à 1 sur t. Donc là, si j'applique ici que je fais U de t fois V de t, effectivement, ça fait donc t fois ln de t. Bon, moins primitive donc de U fois V', et U fois V', c'est t fois 1 sur t dt. Or, ça vaut 1. Donc, on s'en sort pas trop mal, puisqu'on récupère x ln de x moins x. Donc voilà une primitive possible de la fonction ln. Donc évidemment, là en réalité, il y a un plus k. Je ne sais pas comment le mettre, si je le mets entre parenthèses, je ne suis pas obligée de le mettre entre parenthèses, hein, avec k appartenant à R. Donc tout dépend. Après, bon là, cette notation-là, en fait, elle nous autorise à mettre une primitive. Mais je précise quand même, voilà, si on les voulait toutes, si on voulait une écriture parfaitement exhaustive des primitives, en réalité, il faudrait préciser plus k, avec k appartenant à... J'ai mis R d'ailleurs, mais enfin oui, ici on est dans R. Donc avec k appartenant à R. Et vous constatez d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais que U et V sont bien de classe C1 sur l'ensemble où on est. Enfin là, de toute façon, le X, il peut être que dans R plus étoile. Hein. Et donc elles sont bien de classe C1 sur R plus étoile. Donc c'est pour X, je vais l'écrire d'ailleurs, pour X strictement positif. Alors l'exemple 2, même moule, même genre. L'exemple 2, cette fois-ci, c'est avec arc-tangente. Voilà, donc exactement la même astuce. J'écris ça comme une fois arc-tangente de t, parce qu'arc-tangente a la même particularité d'être facile à dériver. Donc pareil, on se dit, bon bah ok, on va choisir lui comme v de t, que je dériverai, et lui comme u' de t. Donc ça veut dire qu'on a u de t qui vaut t, et v' de t qui vaut 1 sur 1 plus t carré, qu'on a déjà découvert précédemment. Et donc, si j'applique mon IPP de la même manière, U fois V, donc ça va être T arctangente T, en X, moins une primitive de T fois 1 plus T carré, 1 sur 1 plus T carré, pardon, dt. Donc, ça me fait X arctangente X, moins, alors, une primitive de T sur 1 plus T carré, donc je fais apparaître U' sur U, on l'a déjà vu celle-là, pour avoir du ln. Donc 1 demi de ln de 1 plus x au carré. 1 plus x au carré étant toujours positif, je me passe des valeurs absolues. Et donc je récupère justement une primitive de arc-tangent. Donc pareil, si je veux toutes les écrire, je mets plus k. Hein. Bon, je passe. En tout cas, là, j'en ai une. J'en tiens une. Bon. Ensuite, je voudrais vous faire un exemple justement. Là, je vais le faire. Je vais vous faire un exemple, parce que là, finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour là, par exemple, quand j'ai choisi mon U' qui valait 1 et mon U qui valait T, j'aurais pu prendre T plus 1, T plus 2, j'aurais pu prendre autre chose que T. On n'y pense pas souvent, parce que souvent on prend la première primitive qui nous vient à l'esprit, qui est généralement avec la constante nulle, mais il y a des cas où ça peut être intéressant de nous faire gagner beaucoup de temps, de voir si en rajoutant une constante, j'aurais pas un calcul plus simple. Voilà. Donc, je vais vous faire un exemple justement où c'est le cas. Donc, autre exemple. Je vais mettre au pluriel parce que il me semble que j'aurais besoin d'en faire un deuxième. Oui, oui, oui. Parce que j'avais autre chose que je voulais vous montrer. Donc, du coup, je vais considérer l'intégrale, alors cette fois c'est une intégrale, de 0 à 1 de 2t ln de 1 plus t carré dt. Voilà. Alors on remarque que c'est u' ln de u, sauf que u' ln de u, on n'a pas ça dans notre formulaire, hein, donc va falloir faire autrement. Et justement, une IPP peut être intéressante, puisque lui, il n'est pas trop difficile à dériver, donc je peux le prendre comme v de t. Et lui, il n'est pas trop difficile à primitiver, donc je peux tenter.
Du coup, j'aurai donc u' de t qui vaut 2t, donc u de t. Alors, c'est là où bon, on va voir. Alors, a priori, on prendrait t carré. On va en discuter. V de t serait ln de 1 plus t carré. Donc, si je dérive, on l'a vu tout à l'heure, ça ferait 2t sur 1 plus t carré. Bon. Alors maintenant, j'essaie d'appliquer l'IPP, justement, donc l'intégration par partie, à tout ça. Donc, u fois v. Donc ici, j'aurai t carré ln de 1 plus t carré entre 0 et 1, moins, entre 0 et 1, l'intégrale de t carré, donc enfin oui, je vais tout écrire, 2t fois t carré sur 1 plus t carré dt. Voilà. Et donc là, on s'arrête 2 minutes, on réfléchit, parce que, bon, le premier morceau, il n'y a pas de souci, j'évalue, bon, je vais y arriver, pas de problème. Mais le deuxième morceau, l'air de rien, je récupère quand même du 2t au cube sur 1 plus t carré. Alors, on sait faire, hein. Mais, surtout à votre niveau pour l'instant, c'est pas si évident. Il demande quand même un petit peu de travail, mais on sait faire. Alors que, si ici, je rajoute un plus 1, et j'ai le droit, puisque t carré plus 1, c'est bien une primitive de 2t, donc j'ai le droit de prendre u qui est égal à t carré plus 1. Là, du coup, ça me rajoute un plus 1. Bon, là aussi, hein, mais là, il ne pose pas de problème. Qui me permet de compenser mes deux expressions et donc de récupérer quelque chose qui est super simple à intégrer. Ce qui n'était pas le cas au départ. C'était faisable, mais ce n'était pas simple. Et donc, je peux continuer mon calcul, du coup, allègrement, et ça va être très rapide. Donc là, j'applique en 1, alors ça me fait 2 ln de 2. J'applique en 0, ça fait 0, puisque ça me fait du ln de 1 qui vaut 0, donc ça annule de toute façon le terme. Et ensuite, donc là, je récupère l'intégrale de 2t de 0 à 1, donc t carré qui est une primitive entre 0 et 1, ce qui nous fait 2 ln de 2 moins 1. Et voilà, et le calcul est plié. Donc vous voyez que des fois, il peut être intéressant de choisir une primitive avec une constante non nulle. Alors, je vais vous l'écrire en remarque du coup. Donc remarque, il peut être intéressant. C'est loin d'être systématique en revanche, hein, j'ai pas dit ça, hein, mais ça peut. Donc il peut être intéressant de choisir une constante non nulle pour la primitive u, pour u quoi. Voilà, bon. Alors je réfléchis parce que, en fait, je voulais vous montrer. Ah oui, voilà. Et oui, c'est ça. Alors je voulais vous montrer ce que ça pourrait donner aussi, parce qu'on avait vu dans le, c'était le, que je reprenne, c'était le 1,2b. On avait vu les fonctions du type exponentielle fois cos ou exponentielle fois sin en passant par les complexes. Et je voulais vous montrer, donc en passant par une IPP, ce que ça peut donner. Donc je vais faire un exemple ici. J'espère qu'il n'y aura pas de redondance après, c'est possible. Je me souviens plus toujours à l'avance de tous les exemples que j'ai mis. Mais bon, en tout cas pour l'instant on ne l'a pas fait, donc au moins ce sera fait. Voilà, si je prends par exemple e de t cos t, dt. Et que donc je passe pas par les complexes, je décide de passer par une intégration par partie. Puisque là, alors pourquoi ça serait intéressant? Parce qu'effectivement, elle est facile à primitiver. Et elle, bon, après tout, d'ailleurs, je pourrais faire l'un ou l'autre, ça marcherait. Par exemple, en tout cas, voilà, je peux prendre v pour cos, puisque je ne vais pas avoir de mal à le dériver non plus. Donc, ça va donner... ah oui, alors, si j'écris, donc j'aurai u de t, du coup, qui veut e de t, et v' de t, qui vaut moins sinus t. Du coup, si j'applique donc mon intégration par partie, u fois v, donc je vais avoir e de t cos t appliqué en x, moins une primitive de... ça va faire plus du coup, e de t sinus t dt. Donc ça me fait e de x cos x, plus une primitive de ça. Et là, je me dis, ouais, bon, j'ai pas trop avancé, alors je refais une IPP. Donc je recommence. Donc là, même principe, je vais prendre encore lui qui vaut u', lui qui vaut v.
Donc je vais avoir U de t qui vaut E de t, et je vais avoir V' de t qui vaut cos de t. Alors par contre, attention là à ne pas échanger le rôle, c'est-à-dire que si vous avez pris E de t qui était U' au départ, vous continuez, parce que sinon on va tourner en rond. Hein. Enfin, essayez, vous verrez, mais... Donc il faut juste être logique dans la succession de vos IPP. Donc si j'applique justement mon IPP, mon intégration par partie ici, donc ça va me donner, donc comme tout à l'heure, U fois V, donc E de t fois sinus t appliqué en x, donc E de x sinus x, moins une primitive de UV', donc E de t cos t dt. Voilà. Et là, je me dis, ok, bon, bah, je tourne en rond. Sauf que, pas vraiment, parce que maintenant, si je regarde ce qui se passe, donc là j'ai J, là j'ai J aussi. Donc finalement, si je passe ce J-là à gauche, je vais avoir 2J égale exponentielle x, alors je factorise, hein, cos x plus sinus x. Et donc je vais avoir J qui est égal à 1 demi de E de x fois cos x plus sinus x. Et donc au final, je l'ai quand même trouvé, alors que je ne l'ai pas calculé directement. Donc quand on a comme ça des intégrales où on boucle, c'est-à-dire qu'on revient finalement sur l'intégrale de départ, c'est pas forcément perdu. Sauf si, bien sûr, les deux intégrales s'annulent, auquel cas c'est juste qu'on a vraiment tourné en rond. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne preniez pas le bon rôle de U et de V. Voilà. Mais sinon, normalement, si vous avez été cohérent et que l'exemple s'y prête, parce qu'évidemment, ça ne marche pas toujours, hein, ça marche sur ce type de fonction en tout cas. Donc voilà, si les conditions sont bien réunies, c'est pas forcément perdu de retomber sur la même intégrale. Voilà, bon, plus K bien sûr, hein, bon vous avez bien compris à chaque fois ce qui est caché derrière la notation. Bon bah ça vous donne quand même quelques exemples. Alors je vois que la vidéo est déjà quand même assez longue, donc je vais la finir là, celle-là. Si j'ai le temps, je vous ferai, parce qu'il manque en fait juste pour qu'on ait bien tout ce qu'il faut pour commencer la partie entre guillemets indispensable à faire en classe lundi. Il manque juste le 1.4b. Donc si j'ai le temps, je vous le ferai, sinon on le fera ensemble. C'est pas très très grave. Voilà, donc je vais voir. Si je vous la mets en ligne, évidemment, vous l'étudierez, mais sinon on le fera en classe. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que c'était suffisamment clair. N'hésitez pas, évidemment, à poser des questions. Là, à l'air de rien, vous avez eu pas mal de choses à faire en autonomie. Donc, il est possible qu'on ait une petite 20 minutes ou une demi-heure, je ne sais pas, de questions. Et si c'est le cas, ma foi, si c'est nécessaire, si les questions sont enfin, je vais dire pertinentes, mais même si elles ne le sont pas, en fait, si elles sont nécessaires, surtout, il n'y a pas de souci, on y passera 20 minutes, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, merci et bon courage et à bientôt.